nous allons maintenant nous consacrer à au décryptage de la rénovation de la piscine pontoise avec une intervention à deux voix. Et donc, tout d'abord, je vais passer la parole à Nathalie Collange. Donc, je le disais en introduction, vous êtes architecte voyer en chef, chef de secteur jeunesse, sport et patrimoine concédé à la ville de Paris au sein de la direction des constructions publiques et de l'architecture. Vous êtes à la tête d'une équipe de 15 personnes et vous pilotez, entre autres, des opérations de rénovation, construction d'équipements sportifs, donc gros sujet d'actualité, avec des piscines notamment, mais aussi des gymnases et autres. Et vous aviez déjà participé à nos cycles de conférences il y a 5 ans sur la question justement des bains-douches. Si vous voulez voir cette petite leçon sur les équipements publics dédiés aux bains-douches, elle est toujours en ligne. Et on vous retrouve ce soir pour nous raconter ce travail de chef d'orchestre que vous avez fait sur la piscine de Pontoise. Alors Nathalie, vous nous disiez en préparation de cette conférence que c'était 6 ans de travail en amont, donc vous allez nous présenter un petit peu les acteurs. Voilà. On m'a demandé d'intervenir là pour expliquer un peu ce qu'était le rôle de maîtrise d'ouvrage. Donc la ville de Paris, effectivement, est un maître d'ouvrage public. Elle construit et rénove beaucoup d'équipements. Et pour ça, donc, elle est dotée de, entre autres, de la direction des constructions publiques et de l'architecture à la ville de Paris, qui a cette caractéristique d'avoir les compétences pour monter des opérations de grosses. Ah, plus près, c'est mieux. Ah, pardon. Des restructurations, des grosses restructurations ou des constructions d'équipements publics, évidemment, équipements publics à la responsabilité de municipalité ou du département. Donc pour ça, effectivement, elle s'est dotée d'un service spécifique qui s'appelle le service de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage, dont je fais partie, et effectivement, je travaille plus particulièrement sur les, on va dire sur les équipements sportifs, sur les équipements jeunesse également, parfois les bains-douches, puisque souvent, comme vous l'avez dit, les bains-douches ont été construits en même temps que les piscines. Et puis sur le patrimoine concédé de la ville, mais ça on n'en parlera pas ce soir. Et donc en fait là ce qu'on a voulu mettre sur cette image, c'est l'ensemble des intervenants pour une opération. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on commence une opération, comme vous l'avez dit, on va le voir juste après, c'est à peu près 6 ans de travail, mais c'est surtout un rôle, donc c'est un peu ce qu'on a mis sur la slide, un rôle de chef d'orchestre, parce qu'on a environ entre 100 et 200 personnes par opération. Qui vont avoir plus ou moins une intervention lourde ou moins lourde, plus ou moins longue également, sur l'opération. Donc le grand carré bleu, c'est la maîtrise d'ouvrage, donc avec la partie évidemment politique de la ville de Paris, puisqu'il faut des arbitrages et des financements. Et puis la sphère technique, donc la direction des constructions publiques et de l'architecture, mais aussi la direction de la jeunesse et des sports, qui gère au quotidien les équipements sportifs, la direction de l'urbanisme, qui va instruire les permis de construire qu'on va devoir déposer pour faire ces opérations, et la direction de la voirie et des déplacements, qui va s'occuper la plupart du temps de refaire la voirie, le trottoir à proximité de l'équipement qu'on vient de restructurer. Donc ça, c'est la sphère maîtrise d'ouvrage. Évidemment, on ne peut pas travailler tout seul. Donc on travaille avec un certain nombre de prestataires avec lesquels on va avoir des liens contractuels. Donc on passe des marchés avec ces personnes-là. Donc on a le maître d'œuvre, que vous avez à côté de moi, pour la piscine pontoise, entre autres. Le maître d'œuvre, ce n'est pas qu'une personne, même si aujourd'hui, là, vous avez une seule personne devant vous, mais c'est une équipe, donc c'est un architecte, c'est des bureaux d'études, c'est des structures fluides, c'est un économiste de la construction, c'est bien souvent d'autres prestataires ponctuellement qui vont venir s'ajouter à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, elle va être en charge de concevoir le projet et de surveiller sa réalisation. Ensuite, on va passer évidemment des contrats avec des entreprises, parce qu'une fois qu'on a un projet, il faut le construire. Entreprises qui vont réaliser donc les travaux selon les règles de l'art. Donc là également, on a un nombre d'entreprises plus ou moins important selon l'ampleur du projet. Donc sur le projet dont on parle, la piscine pontoise, on a entreprise de gros œuvres, entreprise de chauffage et traitement d'eau et d'air, entreprise pour la réalisation de la verrière, dont Monsieur Marchand vous parlera ensuite, et puis entreprise pour tout ce qui est réparation des bétons historiques. Ça aussi, Monsieur Marchand vous en parlera plus en détail. Une fois qu'on a toutes ces personnes-là, on a besoin également d'un nombre très important de diagnostics. Diagnostics pour la présence de plomb, diagnostic présence d'amiante, on a besoin de relevés de géomètre, on a besoin de savoir comment tient le bâtiment, diagnostic structure.
On a besoin d'un bureau de contrôle technique pour vérifier la conformité de ce qui est mis en œuvre. On a besoin d'un coordonnateur sécurité, protection de la santé qui va s'occuper de vérifier que le chantier se passe dans de bonnes conditions et que les ouvriers sont traités correctement dans le cadre du chantier. Donc toutes ces personnes-là, on va avoir un lien contractuel avec elles, donc on va passer un marché avec elles, et à chaque fois, on va avoir un prestataire particulier, une entreprise particulière qui va venir amener sa pierre à l'édifice. Et nous, on est en charge de mettre en musique toutes ces personnes-là, auxquelles vont s'ajouter, parce que évidemment ce serait pas assez, donc on va corser un petit peu les choses, donc auxquels vont s'ajouter encore d'autres intervenants qui sont, pour le cas de la piscine pontoise, notamment le ministère de la Culture, puisqu'on est sur un bâtiment inscrit monument historique. Et donc, on est obligé de passer, et c'est normal, c'est bien normal, par l'aval de la conservatrice du patrimoine pour pouvoir faire valider les différentes interventions qu'on souhaite faire sur le bâtiment. À ça s'ajoute évidemment l'architecte des bâtiments de France, la préfecture de police, puisqu'évidemment on construit un bâtiment qui doit être en sécurité et où chaque personne doit pouvoir évacuer dans de bonnes conditions si jamais il y avait un problème. Et puis le commissariat de police, parce qu'évidemment qui dit chantier dit installation de chantier, installation de grues notamment, on a été assez servi sur Pontoise, de grues, et donc des blocages de rues. Et donc les blocages de rue ne se font qu'après l'aval du commissaire de police. Donc voilà, ça fait environ une centaine de personnes qui va intervenir sur les différents, à différentes échelles et plus ou moins longtemps sur l'opération. Alors, pour vous donner une petite idée du planning, on a fait un planning un peu théorique. Donc en gros, on va commencer par une étude préliminaire en interne, Ville de Paris, pour savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'il faut faire, ce qu'on est capable de faire, quel est le programme sur lequel on va s'arrêter, quel va être le coût de l'opération et quel va être son planning prévisionnel qu'on a respecté là. Donc on peut être fier, mais des fois c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est fait en interne Ville de Paris. Ensuite, évidemment, pour mettre tout ça en musique, on désigne une équipe de maîtrise d'œuvre. Puis ensuite, on met au point le projet avec le maître d'œuvre. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Puis une fois qu'on a un projet finalisé, on va désigner des entreprises pour pouvoir les réaliser. Ensuite, on va avoir la phase de travaux. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la phase de garantie de parfait achèvement, qui vient tout juste de commencer pour la piscine pontoise. C'est-à-dire que pendant 1 an après la fin des travaux, les différents désordres qui peuvent apparaître doivent être traités par les entreprises qui ont réalisé les travaux, à condition que la maintenance ait été correctement faite et que ce soit vraiment des problématiques de réalisation. Alors, quelques repères, mais je pense que on va passer vite, monsieur Marchand y reviendra. Donc c'est un bâtiment effectivement qui a été construit en 1934. Oui, pardon, j'ai pas tourné la bonne page, qui est donc inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 98. Elle comprend donc un seul bassin, ce qui n'est pas le cas de toutes les piscines à Paris, mais là on a un seul bassin de 33 mètres, 3 salles d'activité et 4 terrains de squash dont on parlait tout à l'heure en sous-sol. C'est une piscine qui est très très fréquentée, qui est gérée en concession, puisque la ville de Paris, pour ce cas-là, ne gère pas le bâtiment, et qui va être fermée en décembre 2018, suite à des risques de chute dans le bassin des éléments de la charpente. Pour vous montrer notamment la photo du bas, donc on a trouvé une charpente au-dessus de la piscine qui était dans cet état-là de délabrement, qui avait été mis sous filet. C'était quand même une structure métallique. Moi, je pouvais passer le doigt au travers de la structure métallique. C'était très très rouillé puisque cette structure métallique était en lien avec l'air chloré en fait de la piscine. Puisque vous savez que pour que une piscine puisse fonctionner et être ouverte au public, l'eau est obligatoirement chlorée puisqu'elle doit être désinfectée et désinfectante. Ça, c'est les normes de l'ARS. Telle qu'avait été conçue la piscine à l'époque, la structure métallique de la charpente qui couvre la piscine était en lien direct avec l'air chloré.
Et au fur et à mesure que les années ont passé, ce terre chloré a fini par attaquer le métal et on s'est retrouvé avec une structure métallique qui était à la limite de s'effondrer. Alors elle ne s'est pas effondrée, hein, on l'a déposée finalement, mais en tout cas pour des questions de sécurité, on a dû fermer la piscine en décembre 2018. Donc avec la direction de la jeunesse et des sports qui était en gestion de cet équipement, évidemment il y a eu une décision de restructurer ce bâtiment, de ne pas se limiter uniquement aux problématiques de la verrière, mais d'aller plus loin, d'améliorer le fonctionnement, d'améliorer son accessibilité pour les handicapés, d'améliorer également sa thermique. Donc ça, je vais vous faire un peu le récapitulatif des travaux. Donc on a commencé, premièrement, par comprendre comment fonctionnait ce bâtiment aujourd'hui. Donc on a fait des diagnostics plomb, des diagnostics amiante, des diagnostics structure, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un relevé de géomètre. Et puis sur cette base-là, on a regardé ce qu'il était possible de faire et jusqu'où on pouvait aller pour améliorer le fonctionnement de la piscine. Évidemment, une fois qu'on est arrivé à une sorte d'image, de programme un peu finalisé, qui nous semblait bien, on est allé voir la conservatrice du patrimoine, qui, pour certains points, nous a dit ouais, je suis d'accord. Pour d'autres, nous a dit non, ces fenêtres-là, faut pas les changer, elles sont historiques. Pour d'autres choses, oui, la verrière, c'est à voir. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut pas encore la sauver? Il faut savoir que cette piscine-là, de Monsieur Paulet, est la dernière piscine entre guillemets dans son jus. Voilà. Donc la conservatrice avait comme axe de dire tout ce qu'on peut conserver, il faut le conserver. La piscine Molitor a été pratiquement totalement reconstruite à l'identique, mais pratiquement reconstruite. La piscine de la Jonquière a disparu. La piscine Pailleron a été aussi... La verrière est toute neuve. Donc en fait, la piscine pontoise était un peu le dernier témoignage d'une charpente typique de cette époque-là. Donc il a fallu qu'on fasse de nombreux diagnostics pour quand même démontrer, parce que faut quand même être honnête, on a fini par démontrer que c'était mission impossible de pouvoir garder la charpente telle qu'elle était, tellement elle était abîmée. Donc on a un certain nombre d'échanges comme ça, on fait des propositions, on va voir la conservatrice, elle nous arrête un petit peu dans notre élan, elle nous demande de revoir les choses différemment, de faire d'autres diagnostics, d'être convaincus, ou en tout cas d'être convaincants vis-à-vis d'elle. Donc voilà, donc tout ça prend un certain temps, et puis à un moment on tombe d'accord sur un compromis finalement entre le patrimoine et ce qu'on souhaite faire, et on finit donc par présenter cette étude préliminaire à nos instances décisionnaires, donc le secrétariat général et la mairie de Paris, et donc on a fini par obtenir un arbitrage favorable pour faire les travaux de restructuration globale, pour un montant quand même global de 14 700 000, donc évidemment, c'est pas un arbitrage qui se prend facilement, c'est quand même beaucoup d'argent, et avec un objectif de réouverture de la piscine au dernier trimestre 2023. Donc le programme, c'est tout ça, on va passer assez vite, mais en gros, c'est remplacer la verrière intérieure, remplacer la verrière extérieure, parce qu'il y a une double verrière, mais là je vais laisser Monsieur Marchand expliquer ça, remplacer la toiture des squash, restaurer toutes les corniches extérieures qui commençaient en partie à tomber, traiter l'enveloppe par de l'isolation par l'intérieur, évidemment, et pas une isolation par l'extérieur, changer une grande partie des menuiseries, puisque pour un certain nombre, on n'a pas eu de gain de cause face à la conservatrice, mettre en accessibilité l'équipement, réparer les bétons du bassin et des coursives, puisque les bétons avaient des pathologies spécifiques, mais ça aussi, Monsieur Marchand va revenir sur ce point-là. Reprendre l'étanchéité et les plages, de toutes les plages et du bassin, et revoir tout le carrelage. Reprise de l'éclairage de la halle bassin. Restauration des mosaïques et des frises qui sont dans l'ensemble de la halle bassin. Faire toutes les finitions, hein, évidemment, peinture, faux plafond, acoustique, enfin, les finitions classiques. Remise à niveau ensuite pour tout ce qui est technique, remise à niveau général du traitement d'air, remplacement de l'ensemble du traitement d'eau, remplacement de la chaufferie, remplacement des réseaux d'eau chaude, d'eau froide, d'eau vanne et d'eau usée, d'eau de pluie, et reprise ponctuelle de l'électricité et du système de sécurité incendie. On va s'attarder un tout petit peu moins, voilà. On va s'attarder. Non, mais c'est quand même pour dire que pour 14,7 millions, on a quand même pas mal de choses, hein, voilà. Mais quand même. Mais alors, on s'attardera pas trop aujourd'hui, je pense, sur tout ce qui est traitement d'eau, traitement d'air. Mais il faut savoir que aujourd'hui, dans une piscine telle que la piscine pontoise, où on a des sous-sols
qui sont extrêmement étroits et extrêmement restreints, d'arriver à mettre des systèmes de traitement d'eau et de traitement d'air qui sont des choses qui sont assez volumineuses, qui aujourd'hui demanderaient, aujourd'hui quand on construit une piscine, on a des très très grands volumes de locaux techniques, à demander quand même de se tordre un peu la tête, beaucoup, et de tout rentrer au chausse-pied dans le sous-sol, puisque une des obligations qui nous a été imposée par la conservatrice est de ne rien mettre sur la toiture, puisqu'il y a une autre option, c'est si on peut pas le mettre en sous-sol, on peut essayer de le mettre sur la toiture. Mais ça a été totalement interdit tout de suite par la conservatrice. Donc une fois qu'on a notre feuille de route, on s'est dit on va désigner un maître d'œuvre. Donc désigner un maître d'œuvre, c'est désigner une équipe de maîtrise d'œuvre avec un certain nombre de compétences. Et dans ces cas-là, comme toute maîtrise d'ouvrage public, on est soumis au code de la commande publique. Donc on fait une estimation du marché qu'on pense passer aux prestataires. Donc là, c'était supérieur à 214 000 €, qui est la toise imposée par le code de la commande publique. Donc on est obligé de lancer une consultation selon un certain mode particulier de publication. Donc on publie un avis d'appel public à la concurrence, donc à la fois dans les journaux français, mais également dans les journaux européens, puisque c'est obligatoire. On organise un jury de sélection. Donc pour cette consultation, on a eu 38 candidatures, donc 38 équipes de maîtrise d'œuvre qui étaient intéressées à faire ce projet. On en a retenu 5. Le jury de sélection en a retenu 5. Ces 5 équipes ont remis une offre. À la suite de l'analyse de l'offre, on les a vus les uns après les autres pour faire une réunion de négociation avec chacun, pour bien comprendre les points forts, les points faibles, est-ce qu'on s'était bien compris. Et puis ensuite, ils nous ont remis sur cette base de discussion une seconde offre. Et puis on a organisé un jury final qui, sur ces 5 offres, a choisi une offre, l'offre donc du groupement dont vous avez donc le maître d'œuvre à côté de moi, Pierre Marchand, architecte, avec le bureau d'études fluides ETIS, le bureau de structure Terrel et CB Économie pour la partie économie de la construction. Donc une fois qu'on a l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut mettre au point un projet. Donc là, c'est Monsieur Marchand qui travaille. Il va vous expliquer plus précisément après comment. Mais on a de toute façon, puisqu'on est soumis aussi à la loi MOP, on est de toute façon dans une fourche codine qui est, il faut un appel d'offres sommaire, il faut un avant-projet sommaire, pardon. Ensuite, il faut un avant-projet définitif. Ensuite, on dépose le permis de construire. Il est instruit par la direction de l'urbanisme. Il repasse aussi par les services de l'État et du ministère de la Culture, qui nous dit cette fois-ci de façon officielle, oui, on est d'accord avec l'ensemble de ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, on fait un projet définitif qu'on va soumettre à des entreprises pour pouvoir désigner des entreprises. Évidemment, tout le long de la mise au point du projet, on fait des allers-retours avec la conservatrice pour savoir jusqu'où on peut se permettre d'aller, mais évidemment au fur et à mesure, plus dans le détail. Ensuite, on désigne les entreprises. Alors là, ça va aller très vite parce que c'est exactement le même principe que quand on désigne un maître d'œuvre. On fait l'estimation des travaux avec Monsieur Marchand. Il se trouve que là, les travaux étaient estimés à plus de 5 350 000, qui est la toise, là aussi, du code de la commande publique. Donc, on lance un avis d'appel public à la concurrence. On a eu 27 candidatures, tout appel d'offres lancé, puisqu'on a fait 5 consultations. Non, 4 lots. On a fait 4 consultations, pardon. Donc, on a 27 candidatures pour les 4 consultations, les 4 lots. Donc, même chose, ils nous remettent une offre, on l'analyse, on fait une réunion de négociation avec chacun des candidats. À la suite de ça, ils nous remettent une seconde offre. On analyse cette seconde offre et puis on finit par passer devant la commission d'appel d'offres pour valider celle qui est, pour chacun des lots, la proposition qui nous paraît la plus pertinente. Alors oui, c'est une question d'argent, on va pas non plus se mentir, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi l'entreprise qui est en capacité de mettre en œuvre le projet qui a été dessiné par l'architecte. Donc là, on finit par choisir l'entreprise Lefebvre pour le gros œuvre, l'entreprise Guiban pour tout ce qui est traitement d'eau, traitement d'air et chauffage, l'entreprise Eiffage Métal pour tout ce qui est charpente métallique, et puis pour la réparation des bétons, donc qui est quand même très spécifique, des bétons historiques, on choisit l'entreprise Neuve Béton.
Et puis ensuite, donc là on va passer aussi très vite parce que Monsieur Marchand va revenir sur plein de points, mais donc là vous avez quelques photos du chantier. Donc on a monté des plattelages. Donc on a monté au centre, on a les plattelages qu'on a montés pour pouvoir assurer le hors d'eau, hors d'air au moment où on a démonté toute l'ancienne charpente. Et puis là on voit le début du montage de la nouvelle charpente. On a la reprise des mosaïques en bas, une photo sur la reprise des mosaïques. Tout au bout, en haut, vous avez les fameux bétons qui étaient très 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 abîmés et qu'on a dû traiter avec un système très particulier. On a tous les traitements d'eau, traitements d'air. Donc vous voyez, c'est léger là, parce que c'est juste la chaufferie. Mais en fait, on a ce genre de tuyauterie qui passe dans tout le sous-sol en permanence. Et puis on a la toiture des squash qu'on a couvert d'une résine blanche pour limiter, renvoyer le rayonnement solaire et donc limiter la surchauffe dans les squash en dessous. Et je pense que j'en ai fini. Oui, et après, une fois qu'on a fini le chantier, nous avons livré. Et donc, nous avons livré une piscine qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant. Et heureusement, c'était l'objectif. Donc, une piscine où il n'y a pas de fuite d'eau, une piscine où on a les couleurs d'origine, une piscine où on a des plages qui sont étanches, une piscine où on a un bassin qui est étanche, où on a un traitement d'eau et un traitement d'air qui est totalement cohérent dans le calcul par rapport au volume qu'il faut effectivement ventiler. Et puis une halle beaucoup plus lumineuse puisqu'on a une sublime nouvelle charpente. Voilà, et des mosaïques refaites à neuf. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie.